Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette discussion qui vous est présentée dans la série du livre à l'écran au Salon du Livre de Montréal, que je remercie de nous accueillir. Mon nom est Hélène Faradji, je suis critique de cinéma, autrice et directrice de la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec, dont 1000 secrets, 1000 dangers a fait l'ouverture au mois de septembre dernier. Vous dire si je suis heureuse d'animer aujourd'hui cette conversation qui va avoir pour objet principal la notion d'adaptation entre le cinéaste et scénariste Philippe Falardeau, bonjour. Bonjour. Et le scénariste et auteur, on peut dire scénariste maintenant, Alain Farah. Oui, merci. Oui. Merci. Est-ce que tu es arrivé en remorqueuse? Je ne suis pas arrivé en remorqueuse, je suis arrivé en Uber avec l'affiche du film. Félix, elle est, elle est rendue là-bas? OK, L'affiche est là-bas, donc au stand du Cartanier. OK, parfait. Parfait. Parce qu'on aurait aimé ça, peut-être l'avoir ici, c'était ça toute Ah, l'idée. peut-être qu'elle peut débarquer pendant notre conversation. Il peut y avoir des exact. surprises. L'idée de la collaboration, c'est qu'Alain essaie de vendre mon film et moi, je vends ses livres. Et d'ailleurs, c'est moi qui va les dédicacer aujourd'hui aux personnes. Absolument. On a une séance de dédicace de prévue tout de suite après. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner que Alain sera présent au stand du Cartanier dès tout de suite après notre discussion. Donc, si vous voulez aller faire signer des livres, des films, des affiches, tout sera possible à ce moment-là. On va avoir à peu près une demi-heure de discussion tous les trois. Ensuite, vous pourrez poser vos questions à Alain et Philippe. Mais si vous voulez bien, pour commencer, je me suis dit qu'on allait planter le décor en sachant un petit peu où est-ce que vous vous situez tous les deux quant à la question de l'adaptation. Et donc, j'ai eu envie de vous demander pour commencer, pour vous, c'est quoi une bonne adaptation? Mais tu en as fait plus que moi. Alors, je te laisse commencer. C'est d'essayer de tirer un film d'une émotion ou d'un sentiment qu'on a eu à la lecture d'un livre. Après, concrètement, le film peut ressembler beaucoup au livre ou non, mais sans jamais en trahir l'esprit, la direction. Et c'est de comprendre aussi, surtout, qu'il y a des qualités qui sont propres à la littérature, qui ne sont pas transposables au cinéma. Il y a des choses que la littérature fait depuis des millénaires, peut-être pas des millénaires, mais presque, et que le cinéma ne peut pas faire. Par exemple, être dans la tête d'un personnage de manière fluide et dans la même phrase d'être dans le passé, le présent et l'avenir. La littérature a inventé ça il y a très longtemps. Homère a inventé les flash-forward et les flashbacks dans l'Iliade et dans l'Odyssée. C'est beaucoup plus difficile au cinéma. Donc, si on comprend qu'il y a des choses qui sont propres à la littérature et propres au cinéma, je pense qu'on est en mesure de pouvoir aborder l'adaptation. Mm-hmm. Alain, évidemment, on connaît tous ton talent d'écrivain, mais le cinéma fait partie de ton univers. Tu as d'ailleurs adapté pour le théâtre Le déclin de l'Empire américain. Est-ce que quand tu écris, donc quand tu es dans ta pratique d'écrivain, tu as d'une façon ou d'une autre le cinéma en tête? J'ai le cinéma en tête comme, comment je pourrais dire, comme réservoir de désirs, comme réservoir d'images, de souvenirs, d'émotions. Quand Philippe parle de ce qu'on retient des émotions qui nous traversent quand on est à la rencontre d'une œuvre, et c'est ce qui le guide dans sa création une fois qu'on essaie de créer une nouvelle œuvre. Ben moi, c'est beaucoup là de tout temps. L'affiche dans le est cinéma. allumée. Ah, voilà, merci. C'est Chloé Varin qui l'installe, qui fait elle-même du cinéma. Alors, tout est beau. Merci, Chloé. Exact, merci. On est allé même acheter un chevalet pour qu'elle soit autoportante, car contrairement à la biosphère, l'affiche n'était pas autoportante. Donc, c'est toute une matinée que j'ai eue. Je ne vous parle pas que j'ai promené mon chien aussi là-dedans, sous la pluie. Mais la question qui m'a été posée à quelques reprises depuis qu'on fait la tournée, Philippe et moi, c'est si l'écriture est imaginée en fonction de l'écran. Et ça, la réponse, c'est non.
pour les réponses, pour les raisons, et Philippe m'a beaucoup encouragé à jamais faire ça. Et même quand il me donnait des devoirs pour écrire des scènes du film et tout, il disait « Occupe-toi pas trop de la forme. » Il dit « Je veux que ton univers s'exprime dans un sens. » Et je regardais un peu qu'est-ce que je fais dans les derniers temps, puis je me disais, j'ai aucune idée si ça ferait un jour un bon film, mais c'est de la littérature, donc des voyages dans le temps, des superpositions d'émotions, etc. On l'a dit, le roman de Alain est particulièrement un défi quand on se met en tête de l'adapter. Plus de 500 pages, des allers-retours, des réalités qui sont concomitantes. Philippe, quand est-ce que toi, tu y as vu un film? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « oui, ça peut devenir un film » ? Ah ben, à partir du moment où je riais alors que c'était pas drôle, je me suis dit, il y a un film là, parce que c'est ce qui m'intéresse et j'ai toujours essayé ça dans mes films, c'est-à-dire de créer de l'humour alors que foncièrement, la situation n'est pas forcément drôle. Sur la difficulté d'adapter ce livre-là, qui fait 500 pages, c'est une difficulté qui est propre à ce livre-là, mais adapter Monsieur Lazare, qui était un texte d'une trentaine de pages et qui était finalement une personne sur scène au théâtre pendant 1 heure et quart, qui était épuré à sa plus simple expression, c'était tout aussi un défi que d'adapter un livre de 500 pages. Donc, pour moi, la question n'était pas là. Il n'y a pas eu de moment cathartique, sinon peut-être le moment où je riais, je riais dans mon salon à voix haute et ma blonde m'a demandé « Qu'est-ce que tu lis? » Je lui ai montré le livre. Elle dit « Ah, tu lis le livre d'Alain. » Et finalement, je me rends compte que ma blonde connaît Alain, puis moi, je ne connaissais pas Alain personnellement. Et elle me dit, oui, oui, je suis allé à l'école avec sa femme. J'ai dit, tu connais Virginie? Elle dit, oui, oui. Puis là, je feuilletais les pages. J'ai dit, tu connais Myriam? Elle dit, ah oui, Myriam qui est décédée d'un cancer. Alors là, les personnages se sont mis à exister autour de moi. Et curieusement, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai eu envie de faire un film parce que les choses se cristallisaient autour de moi. Puis c'est ça, faire un film, c'est de visualiser Monsieur Lazare était une pièce de théâtre avec un personnage. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'autres enfants, il n'y avait pas de directrice d'école. Moi, je les ai visualisés au fur et à mesure. Tout comme vous, quand vous lisez un livre, qu'est-ce que vous faites? Vous cristallisez les personnages dans votre esprit, vous les visualisez, vous faites votre propre film. Et c'est souvent pourquoi on trouve que le film de quelqu'un d'autre est peut-être pas tout à fait à la hauteur de nos attentes quand on a aimé un livre. Alors, ouais, ça serait peut-être ce moment-là. Alain, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de co-scénariser? Tu aurais pu laisser l'adaptation complètement libre à quelqu'un. Pourquoi tu as voulu intervenir à ce niveau-là? Ben, parce que j'avais eu, avec les petits cheveux blancs, vous voyez, des expériences dans le passé où on m'avait proposé d'adapter mon univers à l'écran, mais je ne me sentais pas habilité à le faire. Donc, j'avais très peur de la forme scénario. Je me disais, non, moi, je suis un écrivain de prose, tout ça, et j'avais toujours laissé les autres s'occuper de mes affaires. Et puis, ça n'avait jamais donné grand-chose. Parce qu'il y a quelque chose dans la manière peut-être dont mes livres fonctionnent et tout ça qui peut être déconcertant ou qui demande peut-être une sorte d'incarnation et tout ça. Et ceci dit, je n'étais pas tout à fait dans la même situation avec Philippe parce que je pense qu'il avait tout pour le faire tout seul, parce que c'est de par son expérience, mais aussi parce que on s'est rencontrés dans le fait qu'on partage énormément de choses dans notre vision du monde, dans les expériences qu'on a traversées, tout ça. Donc, ça, je ne pouvais pas le savoir avant de me mettre à écrire avec lui, mais rétrospectivement, c'est peut-être le fait que j'avais pas eu affaire à des gens qui connaissaient assez bien ce dont je parlais pour l'amener jusqu'au bout. Mais c'était aussi important parce qu'il y avait un rêve vraiment très lointain qui remontait justement à cette adolescence-là où j'ai découvert la culture par le cinéma et tout, d'un jour être capable de passer derrière le miroir, de l'autre côté du miroir, pour voir un peu comment ça se fait. Ouais.
Et de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup d'occasions, mais je le fais encore une fois de te remercier, Philippe, de m'avoir accueilli, pas seulement dans l'écriture, mais aussi au moment du tournage. Et puis, quand, après 1 mois et demi de travail avec Éric Robuchon, il y avait des assemblages de près, ben, il m'a dit regarde ça, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait un stage à l'école du cinéma. Et pour toi, Philippe, de décider de co-scénariser avec Alain, est-ce que il y a une forme de contrainte ou au contraire, ça t'a donné plus de liberté? Non, il y avait une raison rationnelle et une raison émotive. La raison rationnelle était que il y avait il y avait des choses que je savais que je pouvais aborder moi-même, c'est-à-dire la peur, l'anxiété, l'état d'hypervigilance, le rapport à la maladie, le rapport aux parents. Puis je pense que le rapport aux parents, tout le monde peut aborder ça, tout le monde a des parents. Et donc, par contre, j'avais plus envie d'être seul à me poser certaines questions dans la création. Et parce que je savais que je partageais ça avec l'auteur, parce que visiblement, je m'étais reconnu dans le livre, je savais qu'on pouvait creuser ces questions-là plus loin lorsque venait le temps de les adapter, de trouver comment les matérialiser. Parce que beaucoup du livre se passe dans la tête d'Alain. Moi, j'avais besoin, c'était toujours la question à quoi ça se voit? Qu'est-ce que je filme? Et je savais qu'on se rejoindrait là-dedans parce que je sentais qu'il y avait déjà une complicité. Maintenant, la raison plus rationnelle, c'est que les choses que je connaissais moins, c'est le statut d'enfant d'immigrant. C'est toujours des questions qui m'ont intéressé dans Monsieur Lazare, dans Kongorama, En pâté chinois. dans Pâté chinois, dans The Good Lie. Mais là, j'avais besoin d'une sorte de validation à la fois éthique et créative, de dire c'est quoi se sentir québécois, parler comme un Québécois, mais de porter tout un patrimoine libanais, dans ce cas-ci, sur ses épaules, et toute une filiation qui s'insère et que tu ne peux pas refuter comme ça, et que tu traînes avec toi. Et ça, c'était la partie le fun, en fait, puis c'est la partie qui produit le plus de moments drôle, je trouve, aussi. C'est vrai. Et je savais que je pouvais produire de l'humour avec ça, mais tu dois le faire vraiment avec respect, puis en sachant de quoi tu parlais. Avec Alain, dans le portrait, ça venait valider ça. J'aimerais qu'on parle de plaisir d'écriture, parce que on entend souvent dire que bon, un scénario, c'est un outil de travail, que c'est pas nécessairement un objet dans lequel les créateurs mettent plus d'âme qu'il faut. Est-ce qu'il y a du plaisir à écrire un scénario, comme il peut y en avoir un quand on écrit un livre? T'es sûr? Ouais. Non, je sais pas, je suis curieuse de savoir. Si la question c'est est-ce que c'est possible d'écrire sans douleur, la réponse est non. Mais avoir du plaisir en le faisant, c'est comme la vie, il y a des moments de bonheur, de pur bonheur. Et il y en a eu. Mais il y en a eu surtout autour des discussions qu'on avait. Comment on va résoudre ça? Comment on transpose ça? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer, mais qui n'est pas dans le livre, mais qui parle de ça? Et là, il se passait des échanges assez étonnants qui parlaient de nos vies, mais aussi qui parlaient de la fiction pure, parce que au final, le livre est autobiographique, mais il y a de la fiction pure là-dedans. Et au final, dans le film, il y a des choses qui viennent de ma propre vie. Donc, comment lier ça par les moyens de la fiction? Et moi, j'ai eu du plaisir à échanger beaucoup avec Alain. Et aussi, il y avait des choses que je savais que je ne pouvais pas écrire. Par exemple, j'ai dit, j'ai besoin d'une scène où la mère débarque la veille chez le personnage d'Alain avec toute sa grandiloquence, mais je ne peux pas écrire ça. Et là, je lui donnais ce devoir-là, et pensant que ça allait me revenir dans une semaine, et ça me revenait le lendemain matin. Oh, wow! C'est là que j'ai compris que j'avais affaire avec un auteur, alors que moi, je suis Particulier. pas trop je suis quoi, mais je suis pas un auteur Formule 1, là. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur ton écriture de passer au scénario? Ben, tout à l'heure, c'était une petite boutade quand tu dis le plaisir à écrire. Tu sais, je te dis, t'es sûr? Parce que moi aussi, je trouve ça difficile. Je pense qu'on se rejoint là-dedans. Je pense que c'est des questions de tempérament aussi. C'est très dur d'être devant une page blanche. C'est vraiment, vraiment dur. Et puis là, récemment, contre ça, les gens disent utilise ChatGPT. C'est encore plus angoissant d'utiliser ChatGPT que d'être devant la page blanche. Je préfère encore la page blanche. Mais en gros, c'est tellement, tellement intime
ce plaisir qu'on trouve parce que c'est le moment où on fait quelque chose avec ce qu'on a vécu. Dans ma pratique, c'est un moment d'exorcisme, c'est le moment d'avoir été capable de prendre une émotion puis de la transformer en quelque chose d'autre qui va éventuellement faire rire ou faire pleurer, tout ça. Mais c'est très... la proportion de plaisir versus l'angoisse et tout ça n'est pas très grande. Elle est beaucoup en faveur de la souffrance plutôt que du plaisir. Le plaisir, moi, je le retrouve historiquement. Tu connais bien mon éditeur. Quand je présente mes pages à mon éditeur et puis que là, il les lit puis qu'il me dit « Ah, ben tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tout ça. » Et donc, de ce point de vue-là, tu poses la question « Qu'est-ce que j'ai découvert? » Ça m'a confirmé que je suis quelqu'un qui aime écrire en gang, dans un sens, tu sais, dans un setup où on accueille mes idées, mais où on enrichit ces propositions-là d'autres choses. Je vais donner un exemple très concret. Parmi ces devoirs-là, oui, bien sûr, il y a la scène où la mère, elle arrive puis qu'elle dit qu'elle a dû marcher 1 kilomètre du métro Jean Talon, puis qu'elle va aller chez le cardiologue, qu'est-ce qu'elle en pense, puis que le smoking est beau, puis tout ça. Mais ça, c'était pas si difficile que ça. Un moment donné, Philippe était comme... Tu sais, j'aime beaucoup la scène avec le dentiste dans le roman, qui est une scène comme ça qui donne aussi au film une connotation politique et tout ça. Il dit, mais c'est contre-intuitif de faire vivre tout ça au personnage loin de son mariage, surtout dans un film. Il dit, qu'est-ce que tu en penses si on l'invite? On l'invite à la noce. Et donc, là, tout d'un coup, mon dentiste se ramasse à la noce. Et puis là, on échange, puis on invite on invente, et puis donc, c'est ça, c'est le plaisir de la co-création. Ça me confirme que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, en même temps, co-créer, ça veut pas dire être en gang, puis triper, puis, tu sais, on est deux, je pense, solitaires aussi, donc, mais c'est plus quand tu as référé au fait de ne pas être seul avec tout ce qui peut venir d'angoisse, c'est j'y envoie les pages, ça m'a angoissé de les faire, il me renforce, il m'en renvoie. Tu sais, il y a comme de ne pas être dans la solitude de l'écriture. C'est comme dans un couple où, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une bonne journée, l'autre qui a une mauvaise journée, donc l'autre est capable d'aider. Dans le cycle créatif, puis là, s'il y a des gens qui écrivent ici ou qui font d'autres types de créations, vous allez comprendre, c'est ce que je fais, c'est pas mal, c'est bon. En fait, non, ça marche pas bien. C'est de la merde. Je suis de la merde. Ça pourrait marcher. C'est bon. C'est un cycle comme ça, tout le temps. Tout le temps. Moment... Quand on est rendu dans « je suis de la merde », ça prend quelqu'un pour te donner un coup de pied d'un côte puis dire « bon, là, arrête de te regarder, sors de ça, c'est pas de la merde ce qu'on fait, c'est bon, tout ça. » Donc, il y a l'encouragement mutuel aussi, là. Et c'est quand le moment où on peut se sentir bien dans ce cycle-là? Est-ce que c'est quand le film sort? Est-ce que c'est quand? Moi, c'est quand je croise quelqu'un qui a vu le film puis il dit « ça parle de ça ». Puis là, je fais « oui! » Mais je l'avais pas vu encore que ça parlait de ça. C'est de ça que ça parle. Et là, dans les entrevues, je dis « oui, mon film parle de ça ». Mais dans le fond, on te l'a dit, pendant 4 ans, je savais pas exactement de quoi je parlais, mais c'est quand quelqu'un l'a vu, il l'a Là, c'est le moment le plus heureux pour moi. Puis ça s'est passé quelques semaines après la sortie du film. J'ai tout de suite appelé Alain. Je comprends pourquoi j'ai fait ce film-là. Puis, c'était quoi? C'était, en fait, le personnage principal, pour moi, c'est pas Alain, 30 ans, qui se marie, c'est Alain à 17 ans, où naît la colère, la honte de soi, l'automédisance qui va se transformer en colère, qui va se transformer en anxiété. Moi, je l'ai vécu à cet âge-là, à 17 ans, dans des circonstances semblables. Et j'ai travaillé là-dessus pendant 4 ans et j'ai jamais pu le verbaliser. Et c'est en voyant le film, à 2 semaines après la sortie, que j'ai compris que pour moi, le personnage principal, c'est Alain à 17 ans. Est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation-là? Ben, je l'aime beaucoup d'abord parce que, dans le fond, elle est... c'est-à-dire, c'est une grille de lecture pour moi qui est différente que celle du roman. Parce que, dans le fond, on peut accéder à une lecture comme ça parce qu'on n'a pas la 3e ligne du temps. Parce que pour moi, le personnage principal du roman, c'est Alain en deuil de Myriam. Donc, ça répond à un désir profond que j'avais et qu'on a évoqué à la première de nos rencontres en décembre 2021. J'ai dit, regarde, c'est important pour moi, ça. Ça, c'est une œuvre. J'aime ton travail, fais ton œuvre. Et donc, ça, c'est la preuve pour moi. Et puis moi non plus, je n'avais pas vu venir. Et c'est quand Philippe s'est mis à m'en parler, je suis comme oui, parce que ça a du sens, parce que
c'est c'est lui qui pousse, c'est lui qui hante Alain le jour de son mariage. Est-ce que Alain va disjoncter comme il a disjoncté face au pauvre Badreddin, disant... Le moment cathartique du film est vécu à travers les yeux du personnage de 17 ans et pas celui de 30 ans, pas directement en tout cas. C'est ça. Mais de ce point de vue-là, je trouve que c'est d'accepter. Puis tu sais, tu évoquais un moment de satisfaction et tout ça, puis on a eu à réfléchir à ça récemment. On était dans un cégep et puis il y a des gens qui ont commencé à dire, ben on sent dans votre rapport à votre propre travail une insatisfaction. Est-ce que vous ne devriez pas vous taper dans le dos pour dire c'est fait et tout ça? Et puis, je continue à méditer là-dessus. Et puis, je me dis que, dans le fond, dans ce cycle-là de phases que décrit très bien Philippe et que je partage, il y a beaucoup un moment aussi où tu te dis « Pourquoi je fais ça? » Et donc, c'est très angoissant. Et pourquoi je fais ça, en tout cas pour moi, Philippe pourra répondre pour lui-même, c'est un peu pour des moments comme ça. C'est-à-dire que c'est pour enfin être dans la rencontre. Mais le problème dans le monde dans lequel on vit, c'est que c'est très facile d'arriver à n'avoir que ça, au sens où tout d'un coup, commencer à faire toutes sortes d'affaires qui t'éloignent de ce qui t'a amené à pouvoir rencontrer ton public. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à se souvenir que cette rencontre-là, ce plaisir de l'échange, il est possible parce qu'il y a quelque chose d'autre en amont qui est une création qui est faite dans une nécessité plus intime d'essayer de comprendre des choses et qui, ultimement, te ramène... Tu sais, dans ton cycle, à un moment donné, c'est comme, oui, je suis de la merde, pourquoi je fais ça? Ah, mais je fais ça, rappelle-toi, parce qu'après, quand ça va exister, ça va me permettre de vivre des choses. Fait que lâche pas, mon homme. On va bientôt pouvoir passer à cet échange dont tu parles justement direct, mais avant, j'aurai encore quelques petites questions pour vous. Et en particulier, celle-ci, quand on adapte, on fait forcément des choix. On ne peut pas adapter tout. Quel a été le choix que vous avez fait pour adapter 1000 secrets qui a été le plus déchirant? Ben moi, il y en a deux. Il y a tout le passé du père en Égypte. Le premier chapitre est entièrement consacré à ça et c'est un très, très beau chapitre et c'était complètement dans mes cordes d'aller là. D'ailleurs, la première version de mon scénario s'ouvrait au Caire et le film se terminait au Caire. Donc ça a été un deuil, mais un deuil que je voyais venir d'une certaine façon pour des raisons de ressources puis aussi des raisons d'espace. L'autre deuil que je soupçonnais qu'il allait venir, c'est que, et c'est ironique parce que ce qui m'a fait brailler en lisant le livre, c'est la mort du personnage de Myriam, mais je savais que faire mourir un personnage au cinéma, ça finit par cannibaliser pas mal de choses. On ne peut pas faire mourir les gens gratuitement dans un récit et il faut lui accorder de l'espace. Et ça m'aurait nécessité une troisième ligne de temps. Pas juste le présent du mariage et le passé, mais le futur aussi, qui serait devenu le présent, en fait. Et là, il y aurait eu 2 temps du passé. Le sujet serait devenu Moi, probablement. Je peux aller là, je voulais y aller. Et une version de 145 pages du scénario, on est allé là. Mais c'est pas juste que c'était trop long, c'est qu'à un moment donné, tu dois choisir, est-ce que c'est le rapport à Myriam et à la mort ou est-ce que c'est le rapport aux parents qui t'intéresse? Ouais. Et moi, j'ai priorisé les parents. Et curieusement, c'est pas ça qui m'a fait pleurer dans le roman, le rapport aux parents. Mais pour le film, je trouvais que c'était ce qui était le plus naturel puis ce qu'on pouvait gérer avec le médium d'un film de 2 heures. J'avais offert à Alain la possibilité de faire une série de 10 fois 1 heure. On aurait pu aller là, Oh! mais on en a décidé autrement. Pourquoi en as-tu décidé autrement? Ah, t'as compris? On dit « on » comme un vieux couple, mais on sait toujours c'est qui a fait quoi. Ben, pour ces mêmes raisons qui tournent autour de la question de la rencontre. C'est-à-dire que, bien sûr, si on avait fait la série télé, on aurait peut-être été rassemblés aujourd'hui et tout, mais il faut dire que quand même, pendant, je ne sais pas, on est rendu à notre 11e semaine, ça fait 11 semaines que des gens se déplacent partout au Québec, qui s'installent dans une pièce, la lumière est fermée, et puis ils vivent quelque chose, ils rient, ils se parlent du film à la sortie, tout ça,
moi, je me disais, il y a une fois dans ma vie où je veux avoir participé à ce rituel-là. Et je n'étais pas capable de m'enlever l'image que si les gens allaient écouter la série télé, ils allaient plier leur linge en même temps. C'est probablement vrai. Et, mais blague à part, Couper son linge ici en écoutant des séries télé. Moi, on a un public malhonnête. On a quelqu'un honnête. c'est beau quand même ce rapport au cinéma qui est très sacré, presque. C'est une expérience. Mais ma fille qui a vu K-pop Demon Hunter 22 fois sur Netflix, après ça, Netflix l'a sorti en salle. Fait que je l'ai amené voir une 23e fois en salle. Et là, il s'est passé des choses. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à rire. Les gens chantaient, se levaient sur leur siège. Et au retour à la maison, j'ai dit, Atina, c'est quoi la différence entre le regarder à la maison et ce qu'on vient de vivre? C'était l'expérience collective de vivre la même émotion en même temps que plein de monde. Et ça, j'ai remercié Netflix, pouvez-vous croire, d'avoir sorti le film en salle. Mais je voudrais t'entendre, Alain, toi aussi, sur cette histoire du choix, celui qui a été le plus déchirant. J'avais envie de continuer là-dessus parce que je trouve que ça parle bien de qu'est-ce qui s'est passé entre Philippe et moi, puis qu'est-ce que ça a été de travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, c'était très, très important pour moi de jamais arriver en disant hey, c'est mon roman, c'est mon histoire, c'est ça, c'est sacré, tout ça. Il n'y avait pas de rien de sacré, mais quand on est arrivé à cette conclusion-là, parce que non seulement Philippe était quelqu'un de très rationnel et qui argumente, mais c'est basé sur une intuition, puis quand on réalisait que ça allait être un autre film complètement, et puis que ce qu'on voulait raconter, c'était le rapport aux parents, c'est devenu une évidence. Mais Philippe avait, je pense, avec raison, parce qu'on se les fait reprocher, souvent avec délicatesse, mais quand même, il y a des gens, par rapport à ce que tu dis, qui avaient lu le roman et qui s'étaient fait un film dans leur tête, qui était le film de l'histoire de Myriam, et qui donc arrive au cinéma, et puis à toutes les fois qu'on fait un Q&A, tout ça, les gens nous en parlent. Alors, Philippe a dit, là, il y a quelque chose qui va falloir gérer par rapport à l'horizon d'attente des lectrices et des lecteurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on change le nom du personnage? Est-ce que comment on gère ça? Et puis, je te souviens de cette conversation, j'ai dit, regarde, pour moi, ça, si tu es d'accord, j'aimerais vraiment qu'on garde le personnage, mais qu'on intègre une seule ligne dans tout le film, qui est la ligne suivante, c'est-à-dire que quand Alain, ceux qui n'ont pas encore vu le film, arrive finalement à l'Oratoire Saint-Joseph, il est désorganisé, ça s'est mal passé pour se rendre, et puis c'est Myriam qui l'accueille, qui lui fait un serre-fort, qui lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Il dit « Regarde, mon cousin, il m'a ramené une remorqueuse, j'aimerais ça que tu me trouves la Mustang bien élégante pour qu'on parte de là comme des mariés dignes de ce nom. » Elle dit « OK, as-tu besoin d'autre chose? » Et puis il dit « Ah ouais, j'ai besoin d'un scan. J'ai une bosse derrière le... » Puis là, il part sur un délire hypocondriaque. Et la réponse de Myriam, c'est quoi? C'est « T'as pas le cancer, tu vas toutes nous enterrer. » Et moi, je disais, je faisais valoir à Philippe que ça allait être un moment, ça allait être un des 1000 secrets du film. C'est-à-dire que ça allait être un moment où les gens allaient se placer dans une position qui est rare, qui est celle de connaître l'avenir. Hein? Vous avez vu ce film-là, vous avez lu ce roman-là, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Mais on n'est pas jamais du point de vue, d'ailleurs, que cette journée un peu bénie. Et nous étions dans cette situation-là à penser qu'on avait l'avenir devant nous. Donc, c'est un choix qui était difficile, mais qui, pour moi, s'est résolu de façon assez harmonieuse. On va voir si le public a encore cette envie de parler de Myriam. La parole est à vous si vous avez des questions pour Philippe, pour Alain, à propos de l'adaptation, à propos du film, du roman. On a un micro qui pourra venir jusqu'à vous, qui est juste là, juste levez la main si vous voulez poser une question. N'hésitez pas. Surtout. Non? Bon, je vais continuer alors. Mais sincèrement, n'hésitez pas. Levez la main. Oui, madame. Ah. Il y a un micro qui arrive vers vous. Sinon, on ne vous entendra pas. En plus, je connais pas tellement l'histoire. Donc, est-ce que c'est un récit autobiographique? Absolument. Oui, hein, on peut dire ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Par main levée, qui a lu le roman? Wow! Et qui a vu le film?
On a encore du travail à faire. Yes. Au Beaubien, au Quartier Latin, vous avez des belles séances. En librairie. En librairie, oui. Mais là, maintenant, moi, je vous suggère de voir le film avant de lire le livre. Ah, ça, c'est une Parce qu'il y a expérience. plus de stock dans le livre. Vous allez découvrir des couches supplémentaires. Mais oui, pour vous répondre, on peut dire que c'est la journée de ton mariage. Oui, bien, je pense, madame, Je veux juste savoir cette question niaiseuse, parce que j'ai un peu d'un trouble d'attention, puis vous l'aviez peut-être déjà mentionné. non. Mais moi, j'ai un trouble d'anxiété, alors on se complète. Oui, c'est ça. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'univers un peu, ben, je suis parti justement de ça, de cette espèce de mystère qui était tout le monde, toute ta vie va dire ah, ton mariage, c'est la plus belle journée de ta vie. Comme on dit, ah, ton secondaire, c'est les plus belles années de ta vie. Pas vraiment, là. Et donc, je me suis dit, mais ça, j'aimerais investiguer là-dessus. Et donc, je suis retourné à cette journée-là et tout. Et puis, le Philippe, tu peux en parler, mais a décidé de concentrer beaucoup quand même du film autour de cette journée-là du mariage. Oui, parce que c'est comme dans n'importe quel récit dramatique, l'unité de temps et de lieu, non seulement ça a un effet, je veux dire, le théâtre a compris ça depuis longtemps, mais après ça, moi, je fais face à des contraintes logistiques et d'argent quand je fais un film. Il y a des choix que je dois faire, mais la journée même du mariage, ça pourrait être une autre journée importante dans la vie de quelqu'un, mais c'est de dire, si tu es anxieux, tu n'es pas présent. Tu es présent physiquement, mais tu n'es pas présent aux autres et tu n'es pas présent à l'amour que tu reçois. Alors que tu es toujours dans un état d'expectative. Être anxieux, on peut être anxieux parce qu'on a un examen demain. Ça, c'est de l'anxiété que je dis ponctuelle, ciblée. On sait pourquoi on est anxieux. Et on peut faire de l'anxiété généralisée où on se sent vraiment mal et on est convaincu qu'il va se passer quelque chose de grave. Mais à force d'être dans cet état-là, on est comme un animal traqué dans la forêt. On est dans un état d'hypervigilance, mais on ne voit pas qu'il fait beau et que le bruit du vent dans les feuilles, c'est tout doux. Alors, c'est l'histoire de ça aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire d'être en quelque part et de se rendre compte, une semaine plus tard, hey, j'étais à côté de la traque. Il me semble que je n'ai pas joui autant que j'aurais dû jouir de ce moment-là. Et au final, moi, je devais trouver une façon de montrer ça au cinéma. C'est pas facile, filmer l'anxiété. On ne peut pas juste filmer quelqu'un qui est devant son miroir et qui se demande s'il va prendre un cachet d'anxiolytique ou pas. Il faut trouver toutes sortes de manières de conférer ça. Bien sûr. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je connais bien, l'anxiété. Donc, je me suis beaucoup plu à faire ça. Donc, c'est presque une double autobiographie. Ouais. Quelque sorte, oui. Ah oui. Oui, madame? Ou au carré, une autobiographie au carré. Ouais. Donc ça, c'est une question pour Philippe. Je sais que vous êtes le fils de Pierre Falardeau, évidemment. Je vous ai suivi un peu à la course Destination Monde. Non, pas du tout? Non. C'est pas grave. Donc, je me demandais qu'est-ce qui influence finalement votre façon de filmer? Si on prend juste course Destination Monde, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait en sorte que vous voyez la vie différemment et la façon de filmer différemment? En passant, j'ai appris à le laisser aller. Là, je l'ai appris maintenant quand les gens disent « Vous êtes le fils de Pierre Falardeau », je dis « Oui, mais je ne suis pas son fils. » Je pense que je suis 3 ou 4 ans plus jeune que l'était son épouse, donc c'est impossible. Mais moi, j'ai appris à raconter des histoires en état d'urgence et en état dans des contextes où je ne connaissais rien de la culture et de l'environnement. Donc, je n'avais pas le choix d'aller vers l'autre et de m'intéresser aux autres. Et par la bande, ce que ça a donné, c'est un cinéma où je repère des choses qui parlent de moi sans le savoir et je m'y intéresse soit en l'adaptant, soit en donnant la parole aux autres, Mais dans le fond, même dans Monsieur Lazare, je pense que je suis représenté par la petite fille, le petit garçon et Monsieur Lazare lui-même. Et j'ai fini par me cacher beaucoup derrière d'autres personnages. Mais mon approche ou mon influence, c'est d'abord d'aller vers l'histoire des autres. Mon cinéma, il y a beaucoup d'immigrants. Pourquoi? Parce que
quand je vois quelqu'un qui vient pas forcément d'ici, je vois d'abord une histoire à raconter ou je soupçonne que cette personne-là a une histoire à raconter. Mon réflexe vient de là. C'est comme presque une déformation. Et là, je m'en vais dans une seconde partie de ma vie créative où je pense que je vais assumer davantage de parler de mes choses à moi plus directement. Mais au final, c'est l'intimité, c'est d'avoir une caméra dans mes mains alors que je suis en Tanzanie et que j'ai pas le choix, j'ai une semaine pour faire un film, donc je vais vers l'autre. Et c'est un peu la même démarche qui se reproduit, mais avec plus de moyens. Est-ce que c'est la rencontre avec Alain qui t'a ouvert à cette envie de peut-être plus parler de toi? Ben, en lisant le livre, non, en lisant le livre déjà, d'abord, j'ai lu le livre 2 jours, j'ai commencé la lecture 2 jours après sa sortie et je l'ai refermé. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Ça parlait de maladies intestinales que je connais par cœur et j'ai dit non, j'ai pas envie d'aller là. Puis en plus, ça parlait d'anxiété. J'ai repris le livre 2 semaines plus tard et là, j'ai embarqué dedans. J'étais dans ma bonne journée. Et donc, c'est d'abord et avant tout dans le livre que je me suis reconnu que dans ma relation avec Alain. Et la relation est venue plus tard. D'ailleurs, quand je lui ai texté, il m'a dit ben, il y a d'autres producteurs qui sont intéressés. Il faudrait se dépêcher si tu veux faire un pitch à l'éditeur puis me faire un pitch. Madame, Oui, bonjour, j'ai pas lu le livre et pas vu le film, mais je vais réparer ça. Je voulais savoir, je comprends que vous avez un personnage qui a beaucoup d'intériorité au niveau de l'écriture et sur lequel vous pouvez développer pendant plusieurs pages sur ce que ressent votre ou vos personnages. Et je voulais savoir, vous, au niveau de l'adaptation cinématographique et après de la réalisation, comment est-ce que vous filmez, comment est-ce que vous écrivez dans votre adaptation l'intériorité et comment vous la filmez pour essayer d'être le plus fidèle possible par rapport au personnage initial. Merci. Il y a une intériorité qui est très difficile à filmer, c'est quand un personnage dans la littérature est face à une situation, il se met à être cynique ou ironique ou faire de l'humour dans sa tête. Ça, c'est plus difficile à filmer. Ses impressions et ce qu'il ressent, on peut transposer. D'abord, l'acteur, il va jouer une émotion. Alors, il suffit de la décrire un peu dans le scénario. Ce qu'il ne faut pas faire dans le scénario, c'est de dire Alain a peur. Je dois décrire la situation par laquelle on comprend qu'il a peur. C'est toujours la question que je vous dis, c'est à quoi ça se voit? À quoi ça se voit? Évidemment, le comédien peut arriver après puis jouer une scène avec brio, si bien que la scène qui suit, où il y avait un dialogue, où on devait mieux comprendre son émotion, est plus nécessaire. Donc, il y a de ça. Après, il y a de trouver tout simplement une situation où on va matérialiser ce qui se passe dans la tête du personnage. Alain citait le moment où on a eu l'idée d'amener le dentiste qui n'était pas à la noce, de l'amener à la noce. Il ne suffisait pas de l'amener à la noce. Qu'est-ce qui arrivait à la noce avec le dentiste? Toujours dans l'idée d'un conflit, parce qu'il a un conflit avec le dentiste qui est d'ordre politique et éthique. Et comment mettre fin à ce conflit-là, mais à travers un geste? Et là, je ne vais pas le dire, le geste, parce qu'il y a trop de monde qui n'ont pas vu le film, et le geste n'est pas dans le livre, je pense. Hein? Il n'est pas dans le livre, c'est un geste qui a été inventé dans la scénarisation. Mais il y a un geste qui est commis, qui est de l'ordre du grotesque, mais qui fonctionne parfaitement avec l'univers du film. Donc, il faut trouver des choses qui ne sont pas forcément dans le livre, mais qui viennent transposer ce que le personnage a dans sa tête. Et je l'ai fait pas seulement dans ça, mais dans My Salinger Year, je l'ai fait beaucoup aussi, mon année Salinger, dans Monsieur Lazare également. on aurait le temps pour une dernière question. Ah, oui. Quand vous avez commencé à travailler ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent dans votre interprétation du livre? Parce que, tu sais, je comprends qu'Alain a écrit le livre, puis après ça, Philippe l'a lu. Philippe a fait son propre interprétation du livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent dans votre interprétation? Ben, j'ai pas le souvenir d'une divergence parce que j'ai pas le souvenir même qu'on ait eu à se parler de ça, de dire, bon, regarde, tu sais, voici ce que j'ai... Il y avait quelque chose tout de suite
Et il faut s'habituer à être lecteur de notre propre travail aussi jusqu'à un certain point, c'est-à-dire lecteur du monde. C'est pour ça qu'un salon du livre, c'est quand même une occasion, c'est un autre type de mariage ou un autre type de rituel où on apprend à lire, on apprend à regarder, on apprend à interpréter. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai pas souvenir vraiment de divergence interprétative. J'ai même pas le souvenir. On s'est comme tellement plongé vite là-dedans. Puis en fait, ce que Philippe a fait, c'est que justement, il me dit, regarde, d'expérience, que moi j'ai envie de faire, c'est de partir avec ton roman, puis de faire une sorte de premier gros œuvre un peu où je sortirais tout qui me semble être des scènes, je sortirais ce qui me semblerait être des bonnes idées, tout ça. Puis, fait que super rapidement, si on veut, le bloc d'argile qu'on avait à sculpter était plus le roman. Était déjà ce qu'on appelle la version 0, là, une sorte de premier scénario. Et donc, ces mots-là, pour celles et ceux qui ont envie d'écrire du scénario, tu sais, à quoi ça se voit, ben c'est vraiment déjà, Philippe avait fait ce premier travail. Et c'est vrai que ça commençait en Égypte et c'est vrai qu'il y avait même une voix off, ce qu'on savait qu'on ne garderait pas, mais qu'on essayait de voir qu'est-ce que justement, par rapport à la question de l'intériorité, tu sais, comment dealer avec ça, juste pour se donner presque des traces de ce qu'on va vouloir induire. La voix off était celle d'un fantôme omniscient, là. C'était même pas celle d'Alain, là. On s'amusait déjà avec ça. Exact. Et il retrouvait le narrateur dans le choc vagal. Donc, alors que dans le choc vagal, il va trouver d'autres choses aujourd'hui, mais donc, il y avait une envie déjà d'expérimenter, là. Je pense que si j'avais eu une approche qui foncièrement niait le regard que Alain porte sur le monde, sur la relation aux parents, sur l'identité, je pense pas qu'il nous aurait offert l'adaptation. Après ça, il savait qu'en faisant ça, il y a deux choses qui m'appartiendraient. Il y en a plus, mais fondamentalement, c'est certains choix. Moi, j'ai dit, je préfère développer la relation avec les parents, par exemple, et le ton. Quel ton allait prendre le film? Ça, il fallait que le ton me ressemble moi. Il fallait que ça corresponde à qui je suis moi dans la vie. Mais au-delà de ça, je pense que ça s'est passé le jour où je suis allé le voir, j'ai fait un pitch. Voici ce que je ferais en gros et pourquoi moi je veux faire ce film-là. D'ailleurs, j'avais un peu dit en textant, j'ai dit, toi, ton rapport à la maladie, c'est un rapport qui te lie au père. Moi, c'est un rapport qui me lie à la mère. Et ma mère et moi, on partage la même maladie, sauf que elle a cessé d'avoir des symptômes le jour où elle a accouché de moi. Comme si j'avais pris le relais de cette maladie génétique. C'est beau comme ça, là. Ouais, C'est pas si le fun que ça, mais... pas si beau. mais je pense que ça a été aussi une entrée en matière que lui pouvait comprendre parfaitement. Mhm. Je suis désolée, malheureusement, le temps nous manque pour continuer cette discussion. Annuler la prochaine rencontre? Non, on ne peut pas, parce qu'elle va être très intéressante aussi. On va se retrouver du côté du théâtre cette fois avec des pages aux planches autour de Que notre joie demeure avec Anne Dorval, Kev Lambert, Geoffrey Jacquer, Maxime Carbonneau et Laurence Dauphiné. Annulez pas. On n'annule pas. Par contre, on peut retrouver Alain tout de suite. Oui, puis Au Philippe on va traîner Philippe un peu. Philippe va traîner aussi avec lui, donc au stand du Cartanier, le stand 2029. Tu es là pour au moins 1 heure. On est là tout l'après-midi. Oh, ben là, tout l'après-midi. Merci infiniment à vous deux. Merci, Hélène. Je rappelle que le film est toujours en salle, si vous voulez aller le découvrir. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.